Cette journée, les solutés de remplissage, intitulée les solutés de remplissage. Donc voici le plan de la communication. On commence par une définition du remplissage vasculaire. C'est un apport liquidien par la voie intraveineuse. C'est une procédure courante, mais elle n'est pas anodine. Il s'agit d'un traitement à part entière qui présente des bénéfices et des effets secondaires, comme tout médicament, indiqué dans toutes les situations d'hypovolémie, qu'elles soient absolues dans le cadre de l'hémorragie ou bien des hydratations, ou bien relatives. Exemple de la vasoplégie. L'hypovolémie, ou le cas ultime de l'état de choc, se caractérise, quelle que soit son étiologie, par une insuffisance circulatoire généralisée, diminuant la délivrance de l'oxygène au niveau cellulaire. Et il s'agit d'une urgence qui impose deux démarches simultanées, une démarche thérapeutique initialement symptomatique pour assurer la survie immédiate, entre autres le remplissage vasculaire, et une démarche étiologique donc pour adapter le traitement à la cause et définir un pronostic. C'est le traitement étiologique. Son objectif est de restaurer le volume circulant efficace et donc le débit cardiaque afin de maintenir l'oxygénation tissulaire, exprimée par le pouvoir d'expansion volumique, c'est-à-dire le rapport entre l'augmentation du volume circulant et le volume perfusé. On passe par un rappel physiologique sur la répartition et la cinétique de l'eau. L'eau représente 60% du poids du corps, répartie dans 40% au niveau intracellulaire et 20% au niveau extracellulaire, dont 5% dans le secteur vasculaire et 15% dans le secteur interstitiel. Le système vasculaire est séparé de l'interstitium par la membrane capillaire, à travers laquelle les mouvements d'eau se font selon un gradient oncotique, et le système intracellulaire séparé de l'interstitium par la membrane cellulaire, à travers laquelle les mouvements d'eau se font selon un gradient de pression osmotique. Gradient de pression osmotique, il régit les mouvements d'eau entre le secteur extracellulaire et le secteur intracellulaire selon la différence de concentration. Il est déterminé par la concentration du sodium plasmatique. On définit une solution isotonique, elle a la même concentration que le plasma et diffuse dans le secteur extracellulaire. Par contre, elle est solutée hypertonique à latéraux du milieu intracellulaire et interstitiel vers le secteur plasmatique. Le gradient de pression oncotique, il régit les mouvements d'eau entre le secteur vasculaire et le secteur interstitiel selon la différence de concentration en protéines. Il est déterminé par la concentration plasmatique en protéines. Donc, le système circulatoire, la répartition de la masse sanguine se fait dans le système circulatoire, 63% dans le réservoir veineux, 8% au niveau du cœur, dans les artères 15% et dans les artérielles et capillaires 5%. La perfusion tissulaire, elle dépend de l'adéquation entre les besoins et les apports en oxygène. L'apport correspond au transport artériel en oxygène, qui dépend du débit cardiaque et du contenu artériel en oxygène. Donc, selon la formule débit cardiaque fois le contenu artériel en oxygène. Le contenu artériel en oxygène, donc ce dernier, il comprend une fraction combinée à l'hémoglobine et une fraction dissoute. Donc, c'est la somme des deux. Ainsi, dès lors que le taux d'hémoglobine est normal et que celle-ci est saturée en oxygène, le transport en oxygène dépend directement du débit cardiaque. Les solutés de remplissage, on a deux grandes catégories, les cristalloïdes et les colloïdes, qui se répartissent en milieu cellulaire et extracellulaire selon leur osmolalité. Si l'osmolalité est supérieure à 300 milliosmoles par kilo, ce qui définit une solution hypotonique, et ils se répartissent dans les deux secteurs, intra- et extracellulaire. Si l'osmolalité est égale à 300 milliosmoles par kilo, donc isotonique, et ils se répartissent que dans le secteur extracellulaire. Si l'osmolalité est supérieure à 300 milliosmoles, une solution qui veut dire une solution hypertonique, donc la répartition se fait exclusivement dans le secteur extracellulaire aux dépens du secteur intracellulaire. Les sérums glucosés, seul le glucosé J5% est isotonique. Elles sont inadaptées. Donc, ces sérums glucosés avec le sérum salé hypotonique sont complètement inadaptés à un remplissage vasculaire efficace à cause de leur diffusion très rapide dans les cellules, dans l'espace intracellulaire. Son utilisation ne concerne que les corrections d'hypoglycémie, apport énergétique à visée nutritionnelle. Là, je parle de sérum glucosé.
Donc les deux indications, c'est l'hypoglycémie et l'apport énergétique. Les cristalloïdes se répartissent en solutés isotoniques et hypertoniques. Donc, les solutés isotoniques, on a le NaCl isotonique 0,9% et le Ranger lactate. Le NaCl isotonique dit aussi physiologique, mais sa concentration en sodium et en chlore diffère de celle du plasma. Donc, en vrai, il n'est pas physiologique. L'expansion volumique, elle est faible, c'est-à-dire il faut perfuser un volume 4 à 5 fois le volume qu'on veut compenser. Il diffuse rapidement du secteur intravasculaire vers le secteur interstitiel, c'est-à-dire il a une direction d'action courte, inférieure à 1 heure. Le Ranger lactate, quant à lui, il est un peu hypotonique par rapport au plasma et il associe un alcalinisant, c'est le lactate, et une faible quantité de potassium et de calcium. Les indications des solutions isotoniques, donc c'est les hypovolémies modérées inférieures à 20%, la rééquilibration ionique dans l'hyponatrémie par déplétion hydrosodiée, déshydratation extracellulaire, les brûlures étendues et le syndrome de Lyell. Leur coût il est faible, elles n'ont pas de risque anaphylactique, pas de risque d'allergie. Les effets indésirables et les précautions pour le sérum salé isotonique 0,9%, c'est l'acidose hyperchlorimique et hypernatrémie, l'incompatibilité avec certains médicaments, par exemple le cordarone. Le Ranger lactate, il contient du potassium, c'est pour ça l'hypercalémie est un risque. Contre-indiqué en cas de trauma crânien et de traumatisme médulaire grave en raison de son hypotonicité. Donc, il favorise l'œdème cérébral. À éviter aussi en cas d'insuffisance hépatique parce qu'il contient des lactates qui sont métabolisés par le foie. Les cristalloïdes hypertoniques, donc on a le sérum salé hypertonique à 7,5% et le sérum salé hypertonique à 10%. L'importance des volumes perfusés du sérum salé isotonique 0,9% donc a conduit à l'invention du concept de Small Volume Resuscitation. Ainsi, la perfusion intraveineuse de faible volume de sérum salé hypertonique permet une augmentation rapide de la concentration plasmatique en sodium, créant un gradient osmotique transmembranaire et donc un transfert d'eau du secteur intracellulaire ou interstitiel vers le secteur intravasculaire. En cas d'hypovolémie grave, injection de 4 ml/kg de sérum salé hypertonique à 7,5%, elle permet une augmentation du volume plasmatique de 12 ml/kg, donc fois 3 fois, donc le volume perfusé. Donc voici un tableau qui détaille la composition du plasma et comparé à celle des solutés cristalloïdes, le sérum salé isotonique et hypertonique et le Ranger lactate. On a aussi les solutés balancés qui ont une concentration des ions proche de celle du plasma, donc c'est-à-dire physiologique, avec diminution de la charge en chlore. On a le Ranger lactate, l'isofendine et le plasmalite. Donc, ces produits sont contre-indiqués en cas d'insuffisance rénale, d'hyperkaliémie et en cas d'hypercalcémie pour l'isofendine, vu qu'elle contient du calcium. On a le Rescue-Flow, donc c'est un mélange, c'est une nouvelle thérapeutique, un mélange entre sérum salé hypertonique et un colloïde, le Dextran 70. L'efficacité du sérum salé hypertonique, elle est de courte durée, c'est pour ça qu'on l'associe à une solution colloïdale. Elle permet la prolongation de son activité. Ce produit est administré sous forme de dose unique 250 ml par voie intraveineuse pour traiter, son indication, c'est l'état de choc hémorragique dans le cadre du traumatisme crânien grave. On passe aux solutés colloïdes, qui se subdivisent en colloïdes de synthèse comme les gélatines, les dextrans et les hydroxyéthylamidons et les colloïdes naturels dans l'albumine. Les gélatines sont des polypeptides obtenus par hydrolyse du collagène animal. Leur poids moléculaire est d'environ 3500, entraîne une expansion volumique presque égale au volume perfusé et qui persiste pendant 3 à 4 heures environ. Les effets indésirables, c'est l'allergie, l'OAP en cas de surdosage et contre-indiqué en cas de grossesse chez la femme enceinte, donc à cause du risque allergique.
Donc un tableau qui détaille la composition des différentes gélatines. Sans calcium, on a le plasmion et le gélofusine. Avec calcium, on a le plasmagel. On passe à deuxième colloïde, c'est l'hydroxyéthylamidon. On a deux molécules, voluvène et isovol, qui sont des polysaccharides modifiés extraits de l'amidon de maïs. Elles ont un poids moléculaire plus élevé, une expansion volumique supérieure au volume perfusé et une efficacité prolongée. La dose à administrer ne doit pas dépasser 33 ml kg par jour. À cause des troubles de l'hémostase qu'elle provoque, c'est la diminution du facteur de Willebrand. Incriminé toxique pour le rein, et c'est pour ça d'où les restrictions d'usage chez les patients présentant un sepsis, une insuffisance rénale et chez les patients de réanimation. Les dextrans sont des polymères obtenus à partir du glucose. Elles possèdent un pouvoir oncotique et un pouvoir d'expansion volumique élevé. L'élimination est dépendante de leur poids moléculaire. La demi-vie des dextrans 60 est de 70 et de 6 à 8 heures et celle des dextrans 40 est de 3 à 4 heures. Donc selon le poids moléculaire, plus il est élevé, plus la demi-vie est élevée. Les effets indésirables des dextrans sont rares et qui limitent leur utilisation. C'est la diminution de l'agrégabilité plaquettaire et l'altération tubulaire rénale et des réactions anaphylactiques sévères. L'albumine humaine, on a deux formes, le 4% et le 20%. C'est une colloïde naturelle préparée à partir du plasma humain. Elle est synthétisée exclusivement par le foie. Elle entraîne une expansion volumique égale au volume injecté. Pour l'albumine 4%, pour la forme 4%, et une expansion volumique 5 fois plus élevée avec l'albumine 20%. Sa demi-vie est longue, de 6 à 12 heures. Les indications, c'est l'expansion volumique chez la femme enceinte, les brûlures étendues, le syndrome de Lyell et l'hypoprotédémie, soit par perte ou bien insuffisance de synthèse, dans l'insuffisance hépatique. Effet indésirable, c'est la contamination des agents transmissibles non conventionnels, donc les prions, et elles ont un coût élevé. Donc un tableau qui montre l'expansion volumique et la demi-vie des principaux solutés de remplissage, donc qui résume donc l'expansion volumique et la demi-vie des principaux solutés de remplissage. Donc le choix thérapeutique, le choix entre les différentes solutés de remplissage s'effectue selon les propriétés physico-chimiques, pharmacocinétiques, pharmacodynamiques, selon l'indication, en tenant compte des effets secondaires du produit. Dans les états de choc, dans un contexte hémorragique, le remplissage n'est qu'une solution temporaire, donc en attendant la transfusion sanguine. Elle assure un maintien d'un retour veineux au cœur, évitant ainsi le désamorçage de la pompe cardiaque. Tant que l'hémorragie n'est pas contrôlée, le remplissage excessif aggrave le saignement d'une part par augmentation de la pression artérielle systolique et d'autre part par l'hémodilution, par la dilution des facteurs de la coagulation. Il est recommandé d'utiliser les solutés cristalloïdes pour les hémorragies modérées et les colloïdes pour l'hémorragie sévère. Dans le choc septique, à la phase initiale, l'hypovolémie elle est constante. Et les cristalloïdes et les colloïdes ont une efficacité équivalente en association avec l'antibiothérapie pour éradiquer le foyer infectieux. Donc, les amines vasoconstrictives, noradrénaline de préférence. L'objectif à atteindre est une pression artérielle moyenne supérieure à 65 mm de mercure et la disparition des signes cliniques d'hypoperfusion. Face au risque de défaillance myocardique, l'optimisation de remplissage impose un monitorage adapté, donc il faut un remplissage prudent parce qu'il y a le risque de cardiomyopathie, du choc septique. Pour le choc anaphylactique, l'adrénaline c'est par titration et le traitement recommandé. Puis on a les cristalloïdes, si la tension, l'hypotension persiste, et les non-histaminolibérateurs, il n'y a pas de risque d'allergie. Dans le choc cardiogénique, le traitement repose sur les catécholamines de butamine. On a les pressions des remplissages qui sont élevées, donc on ne peut pas remplir. Pour l'indication pour les déshydratations extracellulaires, la perte d'eau et de sel, donc il y a une perte d'eau et de sel.
qui cause l'hypovolémie, le traitement par hydratation orale dans les cas modérés, intraveineuse dans les cas sévères, par les cristalloïdes en première intention. Donc on a le sérum salé isotonique et le Ranger lactate avec le traitement étiologique de la cause, donc la diarrhée ou bien les pertes. La déshydratation intracellulaire, elle est secondaire à une hyperosmolalité plasmatique supérieure à 300 millosmoles, très souvent par hypernatrémie. Donc le traitement se fait par rapport hydrosodé hypotonique, soit association NaCl 0,9% et glucose 5%, ou bien le NaCl hypotonique à 0,45%. Avec le traitement, on associe toujours le traitement étiologique. Dans les brûlures graves, les cristalloïdes isotoniques au départ donc sont indiqués selon la formule de Perkelon sur 24 heures, donc un volume à perfuser de 4 fois la surface corporelle brûlée fois le poids du corps. Donc il a demi-volume pendant les 8 premières heures, un quart pendant 8 heures suivantes et un quart pendant les 8 heures dernières. Après 24 heures, donc, on peut utiliser les colloïdes, l'albumine, dans l'albumine. Chez la femme enceinte, les colloïdes de synthèse sont contre-indiqués, donc à cause du risque allergique. On utilise les cristalloïdes si l'hypovolémie est modérée et les colloïdes dans l'albumine si l'hypovolémie est plus sévère. Donc, modalité pratique, les voies d'abord doivent être de gros calibre, donc minimum J14 ou J16. Le remplissage se fait préférentiellement par voie périphérique parce que selon la loi de Poiseuil, donc les résistances elles dépendent de la longueur du cathé et de son diamètre. Recours au cathé veineux central, c'est nécessité en absence d'abord périphérique. Le débit il est adapté en fonction de la cause, de l'importance de l'hypovolémie et de la fonction rénale et de la tolérance clinique du patient. Le réchauffement il est nécessaire si le remplissage est massif pour éviter l'hypothermie et toutes les complications qu'elle engendre. Le volume à administrer doit être déterminé par le volume des pertes. Sinon, si les pertes ne sont pas quantifiées, il doit être titré par conséquence de remplissage de faible volume. Donc, on met 250 à 500 ml sur 10 à 30 minutes en évaluant la réponse du patient afin de limiter les risques d'un remplissage excessif et de la surcharge du patient. La surveillance du remplissage se fait par les signes cliniques. Il reste les indicateurs habituels dans la décision d'un remplissage vasculaire ainsi que dans l'évaluation de l'efficacité thérapeutique. Ils ont l'avantage d'être immédiatement et facilement accessibles. La prise de tension artérielle, la fréquence cardiaque, la saturation, la durée horaire et la courbe de capnographie pour les malades intubés. Les signes biologiques, donc on surveille l'hémoglobine, le taux de plaquettes et l'hémostase. Pour l'hémoglobine, la valeur seuil elle est de 7 à 8 grammes par décilitre pour le sujet sain et de 10 grammes par décilitre chez les patients coronariens, les traumatisés crâniens graves et en cas d'antécédent d'AVC. Pour l'optimisation du remplissage, impose un monitorage précis. Donc, pour optimiser le remplissage, il faut avoir un monitorage invasif dans la pression artérielle invasive, la pression artérielle pulmonaire d'occlusion et l'échotransœsophagien. Lors d'un remplissage vasculaire, la majoration ou l'apparition d'un œdème cérébral, d'un œdème pulmonaire ou d'une dilatation du ventricule droit doivent faire interrompre donc le remplissage vasculaire. Ils définissent les critères de mauvaise tolérance. Pour conclure, le remplissage vasculaire est un des traitements de première intention des états de choc. Cependant, les modalités sont très dépendantes de la nature du choc et de sa cause. Le remplissage vasculaire est souvent débuté en préhospitalier, mais on n'a pas de monitorage en préhospitalier. À l'hôpital, le monitorage invasif il permet un diagnostic précis du mécanisme du choc et guide le remplissage. Cependant, le remplissage n'est qu'un des volets du traitement des états de choc. Donc, malgré un pouvoir d'expansion volumique plus fort, la supériorité des colloïdes sur les cristalloïdes n'a jamais été démontrée en termes de pronostic clinique. Ok, merci pour votre attention.